Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse et on va continuer la série sur Henri Caruchet. Donc, petit reminder comme à chaque fois, j'ai travaillé sur Henri Caruchet pour un mémoire en master d'histoire de l'art. Et si tu ne le connais pas du tout et que tu n'as pas vu mes vidéos précédentes, je te conseille surtout d'en voir une avant de voir cette vidéo là. C'est une vidéo biographique pour que tu comprennes un petit peu mieux la vidéo que je vais te faire aujourd'hui. Donc tout ça c'est dans le petit i comme d'habitude et on va pouvoir commencer. Dans le sondage que j'avais fait il y a très longtemps maintenant, en troisième position était arrivé le sujet Art Nouveau et Caruchet, et notamment avec l'exemple de Biblis, qui est un livre qu'il a illustré. Et du coup on va en parler tout simplement. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'est vrai que depuis mes recherches avaient pas mal avancé, parce que cette vidéo je l'avais fait vraiment au tout début de mes recherches. Donc ça a pas mal avancé et tout, et du coup ça sera beaucoup plus complet et ça pourra aussi servir un peu de correction à l'ancienne vidéo. Donc on va pouvoir commencer. Alors déjà, dans le titre d'aujourd'hui, c'est Caruchet et l'Art Nouveau avec l'exemple de Biblis. Donc, Caruchet, encore une fois, la vidéo biographique. Maintenant, Art Nouveau. Qu'est-ce que c'est l'Art Nouveau? Parce que peut-être que t'en as jamais entendu parler, peut-être que tu vois pas forcément ce que c'est, mais si je te mets des images, peut-être que ça va t'éclairer un petit peu plus l'esprit. Donc du coup, je vais un petit peu te définir tout ça et te mettre des œuvres d'artistes Art Nouveau pendant que je te raconte un petit peu c'est quoi ce style. Et tu vas sûrement reconnaître un certain Alphonse Mucha, qui est souvent la personnalité la plus connue en France pour ce style. Alors comme je te l'ai dit, l'Art Nouveau, c'est un mouvement artistique qui se développe à la fin du 19e siècle à travers l'Occident. C'est un style qui va se retrouver partout, que ça soit en peinture, en architecture, en sculpture, en art décoratif, etc. etc. Ce qui fait que c'est un style qui va se retrouver partout dans la ville, c'est-à-dire sur les affiches, dans l'architecture des bâtiments de ta ville, à l'intérieur des maisons avec le mobilier, etc. etc. Ce qui va particulièrement caractériser ce style, ce sont ses formes qui prennent leur source dans la nature. Par exemple, tu vas avoir ce qu'on appelle la ligne coup de fouet, qui est une courbe très organique. Tu vas donc retrouver aussi beaucoup d'éléments naturels, mais aussi des femmes totalement idéalisées et beaucoup de couleurs. Là, je te décris des caractéristiques qui vont surtout correspondre à un Mucha, mais aussi à un Caruchet. Mais il faut savoir qu'il va y avoir des variations dans ce style, puisque différents pays ont été touchés. Forcément, si tu vas dans un autre pays, il n'y aura pas forcément toutes les mêmes caractéristiques, il y aura des variations, des choses en plus, etc. Et j'avais déjà parlé d'une artiste Art Nouveau russe, Elena Polenova, donc si ça t'intéresse, encore une fois, je te renvoie au petit i. Mais vers la Première Guerre mondiale, l'Art Nouveau va s'essouffler pour laisser place au style qu'on appelle Art déco, qui est beaucoup plus anguleux et géométrique. Maintenant qu'on a passé un petit peu cette base-là de l'Art Nouveau, tu vas te douter du coup que dans Biblis, illustré par Caruchet, on va retrouver beaucoup de fleurs, beaucoup de courbes, beaucoup d'éléments comme ça. On va avoir quelques personnages féminins idéalisés, mais pas comme ce que peut faire Mucha, puisque là on va être dans un registre antique par l'histoire de Biblis. En second du coup, Biblis. Je pense pas que tu sois forcément spécialisé en littérature du 19e siècle, et pas forcément d'un certain auteur qui s'appelle Pierre Louys. Pierre Louys, c'est un romancier et poète français qui va naître en 1870, donc 3 ans avant Caruchet, donc ils font à peu près partie de la même génération. Et il va être quand même assez connu de son temps, il va être reconnu pour divers écrits. Et du coup, Caruchet, en 1901, va sûrement pour la première fois rencontrer Biblis, c'est peut-être là qu'ils se rencontrent pour la première fois, peut-être qu'ils se sont vus avant, on sait pas, enfin je sais pas trop. Et ils vont collaborer pour illustrer Biblis, l'ouvrage de Pierre Louys. Il y a de fortes chances que ça soit Férou, l'éditeur de l'ouvrage, qui a mis en relation ces deux hommes. C'est des choses qui arrivaient très souvent. Au niveau de la relation Caruchet-Pierre Louys, j'ai pu retrouver des correspondances parce que Pierre Louys va quand même aider Caruchet à
placer Jeanne Noguès, qui est donc la femme de Carrucher, dans un journal pour qu'elle soit journaliste, etc. etc. Ils vont quand même correspondre, ils vont prévoir d'autres projets d'édition, notamment une édition de luxe des chansons de Biggie Tis, qui est un autre ouvrage de Pierre Louys, mais je vais pas trop détailler, c'est un projet en plus qui finalement n'aboutira pas. Mais voilà, ils se parlent, ils sont en contact quand même, même après le projet de Biblis. Par contre, je peux pas t'assurer qu'il y ait une amitié qui s'est formée de ouf entre les deux. C'est ce qu'on voit dans les correspondances, c'est surtout que Carrucher a une admiration pour Pierre Louys, qu'il est beaucoup plus expressif que Louis. Mais Louis en retour, je sais pas trop comment il perçoit Carrucher. Évidemment, je pense qu'il l'aime bien quand même pour collaborer avec lui, mais est-ce que lui, il est plutôt dans une relation collègue, collaborateur? Je sais pas trop, faudrait trouver d'autres correspondances pour établir un petit peu plus leur relation. Ce qui est sûr, c'est que Carrucher, lui, il l'aime bien, il l'aime beaucoup même, surtout qu'il s'intéresse beaucoup à la littérature, etc. Passons. Et il va aussi lui offrir un almanach en 1902, dédicacé et totalement illustré. Un almanach, c'est une espèce de calendrier pour faire court. Donc voilà, je sens que Carrucher, lui, il aime beaucoup Pierre Louys, mais que c'est pas forcément réciproque. Donc voilà, c'était le petit point relation entre l'auteur et l'illustrateur. Et au niveau de la carrière de Carrucher, on est en 1901, Carrucher publie son premier livre illustré en 96-97 dans ces eaux-là. Donc il est quand même un peu au début de sa carrière, mais il commence à... Enfin, il a déjà eu un beau succès avec le texte illustré de Théophile Gautier et Moé Camé, qui l'avait quand même pas mal mis en avant, notamment dans la critique, dans les journaux, etc. Et là, c'est un nouveau beau projet qui l'attend avec Biblis, qui sera du coup un livre à destination des bibliophiles. Donc ça va être un livre qui va être richement décoré, sa reliure va dépendre en fonction du commanditaire. Il peut avoir de très très belles reliures comme des reliures un petit peu plus simples, mais en tout cas chaque page est illustrée, tout est aquarellé à la main par l'artiste lui-même, enfin c'est vraiment un bel ouvrage. Mais là maintenant, je t'ai parlé de l'auteur, de l'illustrateur, de l'éditeur, du style, bah ça raconte quoi Biblis? Parce que je vais pas t'en parler comme ça sans te raconter un peu ce qui s'y passe dans l'histoire, parce que sinon on va pas forcément bien comprendre les illustrations. Pour te raconter un petit peu l'histoire, je vais te faire passer les illustrations qui correspondent au passage que je te raconte, comme ça tu pourras un petit peu mieux identifier les personnages dans les illustrations. Il n'y en a pas 36 000 non plus, donc ça devrait aller, mais voilà. Donc Biblis, ça va raconter l'histoire d'un amour impossible entre un frère et une sœur à l'époque antique. On a une nymphe qui s'appelle Cyanée qui va donner naissance à deux faux jumeaux, un garçon qui va s'appeler Konos et une fille qui va s'appeler Biblis, comme le titre du livre. En fonction des histoires mythologiques, ça peut avoir des variations, mais en tout cas dans cette histoire-là, Cyanée a été mise enceinte par, il me semble, le dieu des fleuves ou des rivières, quelque chose comme ça. Revenons sur les enfants. En grandissant, les deux vont en fait tomber amoureux, mais leur mère, forcément, elle va être horrifiée de leur union, et elle va décider d'éloigner le fils, tout simplement du foyer. Sauf que Konos, il arrive toujours pas à oublier sa sœur, et du coup, sa mère va décider de le faire enlever par une centauresse. Alors oui, c'est un peu radical, mais bon, il n'y a pas vraiment de psychologue dans l'histoire et à cette époque, donc pourquoi pas se faire enlever par une centauresse, hein, pour éliminer le problème et l'envoyer très loin. Sauf que du coup, c'est au tour de Biblis. Elle s'en remet pas de la disparition de son frère et elle se dit, du coup je vais aller le chercher, je vais partir à sa recherche. Évidemment, son chemin va être semé d'embûches, je vais te passer les détails, mais au bout d'un moment, elle comprend qu'elle ne pourra jamais retrouver son frère. Et elle va se laisser mourir de chagrin. Elle va tellement pleurer que ses larmes ne s'arrêteront jamais, qu'elle va se transformer en fontaine. Et du coup, cette étape de la transformation est très bien illustrée par Carrucher. Et cette illustration, en fait, ça m'a rappelé un des poèmes de Carrucher qu'il a pu écrire sur le sujet des fontaines et qui rappelle un petit peu cette illustration. Non pas que cette illustration peut servir à illustrer le poème de Carrucher, mais c'est vrai que c'était une coïncidence assez intéressante, je sais pas si elle est volontaire ou involontaire, mais du coup on va un petit peu décrypter tout ça ensemble. Carrucher, il va la représenter assise, en pleurs, habillée d'une tunique antique et entourée de fleurs de nénuphar. Ses cheveux détachés se transforment peu à peu en filets d'eau. On ne voit pas les larmes de Biblis s'écouler de ses yeux, mais de ses cheveux.
Le haut de sa tête est châtain, alors que tu vois que la suite de ses cheveux commence à se déteindre dans des coloris bleus, surtout au niveau de ses pointes. Cela permet de représenter l'évolution de la transformation en fontaine. Et c'est ce motif de cheveux qui m'a rappelé un poème de Carrucher que je vais te lire. Le poème il s'appelle Les Fontaines et donc a été publié dans son recueil Les Feuilles de l'Allée qui ne sera... qui sera jamais publié de son vivant, ça sera sa veuve qui va publier ses diverses proses. Donc les fontaines. J'aime les fontaines. J'aime ces vasques d'où l'eau retombe comme des cheveux libres. J'aime ces bassins où voyagent des oiseaux et nuages troubles. Je sens maintenant qu'elles sont fraîches comme ton corps lorsqu'il est nu. J'entends qu'elles parlent bas comme toi tout près. Je vois qu'elles me reflètent comme tes yeux. Et j'y bois comme à tes lèvres. Bon, à part que dans ce poème Carrucher est un énorme lover, ce qui m'avait beaucoup intéressé c'était du coup le deuxième vers. Déjà, en plus de faire une analogie entre une femme et une fontaine, ce que tu retrouves du coup dans l'histoire de Biblis, enfin c'est pas vraiment une analogie, c'est carrément une transformation dans Biblis, bref, dans le deuxième vers, t'as ce rapport de l'eau et du cheveu. Ça rappelle un petit peu les cheveux de Biblis qui s'allongent à l'infini pour devenir eau. Et du coup je trouvais ça intéressant de t'en parler. Après, comme tu l'as remarqué, cet ouvrage il est rempli de fleurs, il est rempli de motifs floraux et toutes les illustrations vont vraiment suivre les péripéties de Biblis jusqu'à la recherche de son frère et ensuite à la réalisation qu'il ne pourra jamais le retrouver. Mais du coup, au niveau de la critique, comment ce livre il va être reçu? Je t'en avais pas encore trop parlé pour l'instant, mais Carrucher il a une petite obsession dans ses illustrations. C'est qu'il adore les gros encadrements, et des encadrements qui vont parfois prendre plus de place que le texte, et pas cacher le texte, mais être tellement volumineux et tellement impressionnant que ton œil va surtout être attiré par l'illustration et non par le texte. Et ça, chez certains théoriciens de la bibliophilie de l'époque, ils vont pas trop apprécier ça, parce que pour eux, l'œuvre principale dans le livre, c'est le texte, et pas l'illustration qui doit en fait servir qu'à embellir le texte et à servir le texte. Alors du coup, tu as certains critiques qui n'aiment pas du tout Carrucher, notamment pour cette raison-là. Donc on va aller regarder un petit peu, notamment 2 pages là déjà, où on est bien chargé, ça prend pas mal de place par rapport au texte. Donc là, ce sont les pages 3 et 4 qui sont du coup les premières pages de l'histoire et qui sont remplies par des compositions florales. Sur la première, le texte est envahi par des hortensias blancs stylisés au premier plan et des hortensias roses au second plan. Le texte va se retrouver du coup en arrière-plan. Par ailleurs, les délimitations du cadre qui sont habituellement composées de traits noirs continus ont disparu sur la verticale. Pour la deuxième planche, la composition reste semblable, mais les fleurs ont changé, ce sont des glycines blanches et violettes. Les délimitations sont cette fois toutes présentes, mais elles s'adaptent au motif. En fait, habituellement, les lignes sont censées rentrer en contact avec le motif et le rogner. Et ici, c'est pas le cas. Et par exemple, tu peux retrouver ça chez Mucha, qui a pu aussi illustrer des ouvrages, comme dans cet ouvrage de Émile Gébard, Cloche de Noël et de Pâques, qui est un ouvrage de 1900 illustré par Mucha. Chez lui, tu vois que ces fleurs sont soit rognées par le cadre, soit Mucha va essayer de les insérer complètement sans dépasser la limite. Par conséquent, la composition elle est chargée, peu aérée, et à contrario dans les œuvres de Carrucher, la limitation est rognée au profit du motif qui lui passe au-dessus ou l'élimine. Par exemple, tu vois ça sur la page 4, en partant de l'extérieur, la glycine blanche, une fois arrivée au bas de la page, n'est pas tronquée par un trait noir, mais elle se fond avec la couleur du papier. Ce procédé est aussi utilisé en haut de la planche avec les tiges des fleurs. Ensuite, pour les pointes de la glycine violette, elle passe au-dessus du trait. Il en va de même pour la glycine blanche qui se retrouve dans les bras de la glycine violette, etc., etc., etc. Et du coup, le fameux critique qui n'aime pas Carrucher s'appelle Clément Janin. Et ce Clément Janin, il va dire « C'est d'abord Biblis de Monsieur Carrucher. Monsieur Carrucher a la spécialité des encadrements, il encadre tout ce qui lui tombe sous la main. Gautier, France, Pierre-Louis, et toujours avec la même moulure ou à peu près. Comme le cadre seul l'intéresse, il sacrifie le tableau, c'est-à-dire le texte.
Je pense d'ailleurs que dans un encadrement aquarellé non typographique, il n'y a pas à tenter de faire jouer un texte imprimé, il faut se résigner à manuscrire. Donc ici Clément Janin, donc, il rappelle en fait d'anciens projets de Carrucher qu'il a eu en 1900 et avant, pour rappeler que voilà, il est un peu redondant, qu'il est un peu redondant, que c'est un peu un serial encadreur, que voilà, ça pose vraiment problème. Et comme tu le vois, Clément Janin, il considère vraiment que le point clé dans une page d'un livre, c'est vraiment le texte et pas l'illustration. Il ne doit pas dépasser son statut d'illustration du texte, c'est-à-dire imager ce qui est dit dans le texte. Par contre, contrairement à d'autres critiques qu'il avait pu faire avant, là il va expliquer quand même que si la typographie était en harmonie avec les illustrations, peut-être que là il aurait un peu mieux apprécié le livre, mais bon. Et on va avoir un critique qui s'appelle Vicaire et qui va plutôt défendre Carrucher. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il va le défendre là. Et il va dire « Illustrer Biblis, l'illustrer surtout à chaque page, n'est pas chose absolument aisée. Monsieur Féroux n'a pas reculé devant l'obstacle et il a été heureusement inspiré en chargeant Monsieur Carrucher, dont on se rappelle le Balthazar d'Anatole France, de dessiner pour la fable de Monsieur Pierre-Louis les jolies compositions qui encadrent le texte. » Donc là, Vicaire, lui, il apprécie plutôt en fait le travail de Carrucher. Il note que c'est quand même une tâche forcément très simple d'illustrer toutes les pages du livre. Et il félicite aussi l'éditeur. Bref. Vicaire, il est un petit peu plus éloquent dans une autre critique qui se trouve en fait dans le même ouvrage où il fait cette critique sur Biblis. Donc là, il n'est pas forcément le plus éloquent sur Carrucher, mais vraiment c'est un critique qui va apprécier son travail. En plus de ça, l'ouvrage comporte une préface de Gilbert Desvoisins et lui-même va relever le travail de Carrucher dans cette préface. Il va dire « Vraiment, il était malaisé d'illustrer Biblis, l'éditeur Féroux se montra d'un goût très averti en choisissant Monsieur Carrucher. Ce peintre a su, en d'harmonieuses lignes, nous rappeler à chaque page le rêve du poète et, par l'intelligence et la grâce de son interprétation, nous épargna les magots ridicules qui se promènent communément aux marges des contes antiques. » Donc encore une fois, Vicaire il va soulever la masse de travail accompli par Carrucher, qui d'ailleurs, en fait, au vu de la quantité des illustrations qu'il devait faire, il avait pris un petit peu de retard, il en avait averti l'éditeur dans des correspondances, passons. Le critique aussi va qualifier Carrucher de peintre. Ça peut s'expliquer pour deux raisons, soit c'est aussi du fait que le métier d'illustrateur, ça n'existe pas encore en tant que tel, donc pour décrire Carrucher, on le décrit en tant que peintre, soit parce que Gilbert Desvoisins avait peut-être connaissance aussi de la carrière de peintre de Carrucher. Voilà. Qui est quand même... Mais du coup, ce qui est intéressant avec ces différentes critiques, c'est que tu vois, bon, il y en a, ils aiment beaucoup les encadrements de Carrucher, les illustrations de Carrucher, ils voient qu'il y a beaucoup de travail qui a été fourni derrière, d'autres qui ont leur conception de la bibliophilie, qui vont pas forcément apprécier ces innovations, on va dire, qui vont du coup pas trop apprécier le travail de Carrucher. Mais du coup, ça permet aussi de montrer que ces encadrements, c'est pas forcément quelque chose de hyper commun et quelque chose qui était vraiment si classique que ça à l'époque. Et c'est vrai que Carrucher, il a une tendance dans les livres qu'il illustre à envahir la page et à prendre de la place par rapport au texte. Ça peut s'expliquer par différentes raisons, peut-être que stylistiquement c'est ce qui était demandé, c'est ce que l'auteur et l'éditeur s'étaient mis d'accord pour avoir dans le livre. Ça peut être donc pour des raisons stylistiques, ça peut être aussi pour des raisons où Carrucher, il a quand même une carrière de... Enfin, avant tout, il veut se faire reconnaître en tant que peintre, même s'il sera plus connu pour ses illustrations. Peut-être que justement ce support-là, ça lui permet aussi de s'exprimer, de montrer ses talents aussi de dessinateur et d'aquarelliste, puisque la plupart de ses illustrations sont aquarellées. Voilà, il peut avoir d'autres raisons, mais on va dire, voilà, celles-là, c'est un peu les principales. Et oui, tout simplement, le style Art Nouveau aussi, qui est très fourni, on va dire, qui est un peu fourni et chargé. Donc voilà. Je pense que ça sera tout pour cette œuvre. J'espère que ça t'a intéressé, que tu as pu en apprendre un peu plus. N'hésite pas à me le dire en commentaire, bien entendu. Nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. Salut!